J'investis en immobilier depuis 2014 et il a failli m'arriver trois énormes problèmes que j'ai su éviter grâce à un acteur majeur qui est justement au centre d'une acquisition immobilière. Et je vous dirai à la fin de la vidéo comment est-ce qu'il a su me dépatouiller de ces problèmes qui auraient pu vraiment me coûter excessivement cher et je serais encore en train de payer pour ces erreurs. La première erreur que j'ai faite, c'était de visiter un immeuble de rapport. C'était dans la ville de Toulon. Et dans la ville de Toulon, j'ai visité cet immeuble et cet immeuble en fait paraissait très bien. Il y avait un bon rapport locatif. Il était très fortement négociable et j'avais même proposé un prix de 130 000 € pour un prix de 180 000 € au départ, prix affiché. Donc presque 50 000 € de rabais par rapport à ce que je voulais. Ça me paraissait bien. Belle hauteur sous plafond, immeuble qui paraissait en bon état. Mais quand même, lorsqu'on rentrait dans l'immeuble sur la gauche, il y avait une fissure qui me plaisait pas forcément beaucoup parce qu'elle était ce qu'on appelle une lézarde. Elle était très fine en bas et assez large en haut. On pouvait quasiment y rentrer son petit doigt. Mais elle se terminait. Et donc, étant un petit peu du bâtiment à l'origine, je sais qu'une fissure, c'est jamais forcément très bon. Il y a des fissures qui sont anodines, d'autres qui sont vraiment beaucoup plus graves et qui peuvent attester d'un véritable défaut de construction ou en tout cas d'un véritable problème qui est survenu pendant la vie du bâtiment. Et donc, je me suis dit, allez, on va quand même l'acheter, on va quand même aller jusqu'au compromis de vente, on va le signer. Et puis après, je ferai passer un ami expert qui me dira exactement ce qu'il en pense. Donc ça a été la première des choses que j'ai pu faire et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai pu être sécurisé par rapport à ça parce que cet ami expert, n'a pas pu se déplacer rapidement et donc j'ai dû quelque part continuer à réaliser cette vente alors que les 10 jours de loi SRU, les 10 jours qui me permettent au regard de la loi de me sortir de cette vente quand je le souhaite, étaient déjà écoulés. Quelle était la deuxième chose que j'ai pu faire comme erreur? Ça a été d'acheter un bien immobilier, de signer un compromis de vente pour acheter un appartement. C'était dans la ville de Marseille. Cet appartement était occupé par un locataire. Le propriétaire vendeur a mis son locataire dehors et a ensuite porté son bien à la vente. Vous allez dire jusque-là, écoutez, rien d'anormal. Vous allez voir que si, parce que une fois de plus, l'acteur majeur que je vais vous révéler dans quelques instants, m'a permis de me sauver la vie presque au regard de la loi parce que j'allais faire une énorme erreur. Troisième péripétie qui aurait pu m'arriver, mais Dieu merci, on a pu éviter cela. Ça a été d'acheter un bien immobilier pour lequel, toutes les hypothèques n'avaient pas été levées. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail pour vous montrer un petit peu quelles sont les solutions qu'on a pu apporter à ces trois cas. Le premier cas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au notaire qu'il y avait une fissure dans le bien immobilier, que ça m'inquiétait un petit peu et j'aurais voulu en fait qu'on conditionne quelque part la vente au fait qu'on puisse faire passer dans les délais impartis un spécialiste qui puisse donner son avis véritable, son avis de professionnel de structure du bâtiment sur le potentiel danger ou non de cette fissure. On a donc passé les 10 jours de loi SRU et surtout, qu'est-ce qu'on a fait? Grâce à mon notaire, on a pu insérer dans le compromis de vente une clause suspensive et les clauses suspensives sont là vraiment pour vous sauver la vie, vous sauver la mise si jamais vous rencontrez un problème pendant la période d'acquisition. C'est pour ça qu'il est important d'avoir votre propre notaire. On a inséré une clause suspensive qui disait que la vente était conditionnée au fait qu'un rapport d'expert avec une note positive soit rendu sur l'état de la structure du bien. Et comme on a fait passer cet expert-là qui était très reconnu, qui était très pris, il est passé quelque part un mois après la signature du compromis, il est venu, il a dit Rodolphe, ton immeuble, il est clairement en train de s'effondrer, vraiment ne l'achète pas. Je peux vous dire que j'ai béni le ciel pour mon notaire parce qu'il m'a sauvé la vie parce que le dossier, le crédit était déjà validé. Alors l'argent n'était pas encore débloqué, mais tous les papiers niveau banque étaient faits. Tout était là. J'avais déjà commencé à rechercher de nouveaux locataires parce que certains logements étaient vides. J'avais fait passer des artisans pour faire quelques réparations et on avait estimé à plus de 200 000 € les travaux de réparation. Il aurait fallu injecter des micro-pions en béton sous la structure pour justement que l'immeuble puisse tenir, etc. Donc injecter 200 000 € de travaux juste pour la structure sur un immeuble que j'avais négocié à 130 000 €, ça n'était clairement pas quelque chose d'intéressant et je n'aurais jamais retrouvé en loyer l'équivalent pour retrouver une rentabilité correcte. Donc merci une fois de plus à ma notaire à l'époque qui a su insérer cette clause suspensive avec justement le rapport d'expert pour me sécuriser. Ensuite, le deuxième problème que nous avons rencontré, je vous refais un petit peu l'histoire. J'achète un appartement, l'appartement est donc vendu par son vendeur, par son propriétaire et le propriétaire a dit qu'il avait donné congé à son locataire pour reprise de la jouissance. Attention, c'est là où ça peut paraître anodin, mais c'est en vérité capital. C'est vraiment très important parce que donner à son locataire un congé pour reprise de la jouissance n'est pas du tout la même chose que donner à son locataire un congé pour vente, d'accord? Congé pour reprise de jouissance ou congé pour vente n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en France, lorsque vous donnez congé à votre locataire, congé pour vente du bien, il a la primauté, il a la priorité sur l'achat du bien immobilier. Pourquoi? Parce qu'il habite dedans et la loi fait que si vous vendez un appartement ou une maison qui est déjà louée, votre locataire a la priorité. Alors il peut ne pas être d'accord sur le prix, s'il n'est pas d'accord sur le prix, il doit plier bagage, mais vous avez obligation de lui proposer en priorité et de lui laisser un délai de réflexion. En l'occurrence, pour le bien que je voulais acheter, le locataire n'avait pas été consulté parce que le propriétaire vendeur qui n'avait jamais réhabité dans le bien avait dit: je vends le bien immobilier pour reprise de la jouissance, j'habite dedans pendant un jour et je le revends comme ça, je le revends en tant que résidence principale et je ne suis pas frappé d'impôt sur la plus-value de ce bien. Et en fait, le notaire s'est rendu compte de ça, il a dit: écoutez, est-ce que vous pouvez me donner les différents papiers que vous avez envoyés, que vous avez communiqués avec votre locataire? Et là, une fois de plus, mon notaire s'en est rendu compte
compte, il a demandé au propriétaire vendeur et à son notaire de produire les documents attestant qu'il avait bien demandé à son locataire un congé justement pour vente et non pas un congé pour reprise de jouissance. On a vu en fait qu'il y avait un notaire qui était crapuleux et qu'il y avait justement un vendeur qui était malhonnête. Et heureusement en fait que nous ne sommes pas allés plus loin, parce que si nous étions allés plus loin et que j'étais finalement devenu propriétaire de ce bien-là, si le locataire s'en était rendu compte, eh bien il aurait pu forcer la reprise de la jouissance et moi je me serais retrouvé en fait évincé de mon logement, propriétaire, condamné à payer taxes foncières, charges d'immeuble et compagnie avec le locataire. Alors certes, le locataire dans l'obligation de payer son loyer, mais voilà, je n'aurais pas pu faire ce que je voulais de mon bien immobilier parce que eh bien je n'aurais pas eu de notaire qui aurait regardé scrupuleusement eh bien les détails de la sortie du précédent occupant de ce logement. Une fois de plus, j'ai béni le ciel justement d'avoir mis sur ma route un notaire efficace qui a su regarder comment on aurait pu éviter de faire une erreur. Mais une fois de plus, votre notaire vous sécurise. Et justement, en fin de vidéo, je vous dirai quelque chose de capital sur votre notaire. Et maintenant, je vais vous expliquer en fait quelle est la troisième péripétie qui aurait pu m'arriver. Et encore une fois de plus, grâce à mon notaire, on a pu l'éviter. Eh bien, c'est qu'en fait, lorsque vous achetez un bien immobilier, il faut savoir que ce bien immobilier, s'il existe depuis 150 ans, eh bien depuis 150 ans, il a eu peut-être 5, 6, 7 propriétaires. Et donc, chaque propriétaire a souvent fait un crédit pour l'acheter. Et lorsqu'on fait un crédit pour acheter un bien immobilier, le plus souvent, il y a une hypothèque qui est adossée justement à ce bien-là immobilier. Et lorsque la personne revend le bien, il faut vraiment veiller à ce que l'hypothèque initialement mise soit levée. Concrètement, qu'est-ce qu'une hypothèque? Une hypothèque, c'est quelque chose qu'un notaire de banque ou qu'une banque tout simplement va mettre en place. La banque vous dit, ok, monsieur Dupont, je vous prête 100 000 euros pour acheter un appartement, mais en même temps, je vais mettre une hypothèque sur cet appartement et cette hypothèque sera complètement levée le jour où vous aurez remboursé la totalité du capital lié à votre prêt. Je pense que je suis là, c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si monsieur Dupont rencontre un problème et il ne peut pas rembourser, il ne peut pas honorer en totalité son crédit, eh bien la banque, grâce à l'hypothèque, pourra saisir la justice, saisir le bien, porter le bien aux enchères et récupérer le capital restant dû. Et si il ne récupère pas la totalité du capital restant dû, s'il y a un excédent, l'excédent est bien sûr reversé à monsieur Dupont. Mais si il manque de l'argent, souvent il manque de l'argent, eh bien c'est monsieur Dupont qui est condamné à payer et là on peut aller saisir ses biens, etc., etc. Donc l'hypothèque est là pour sécuriser le prêteur de deniers, ce qu'on appelle l'IPPD, l'inscription au privilège de prêteur de deniers. Et donc vous avez ce document qui est inscrit donc ce qu'on appelle à la conservation des hypothèques. C'est dans un établissement lyonnais dans laquelle eh bien tous les notaires disent ok, on a fait un crédit pour ça, donc il y a une hypothèque sur tel bien, sur telle parcelle, sur tel terrain, sur telle forêt, sur tel bien immobilier. Et donc c'est ce qu'on appelle les hypothèques. Elles sont toutes inscrites. Et là, en l'occurrence, pour le bien que je voulais acheter, eh bien il y avait une hypothèque qui n'avait jamais été levée depuis 1980. Et depuis 1980, eh bien il y a une dame qui avait acheté, cette dame était décédée depuis très longtemps, elle avait acheté un bien immobilier et il y avait eu une hypothèque. Elle avait remboursé le bien, elle avait payé, ses enfants étaient héritiers et c'était même le petit-fils qui vendait ce bien-là alors qu'il n'était plus acculé d'aucune dette, ce bien-là. L'hypothèque n'avait pas été levée. Ce qui veut dire que si j'achetais le bien immobilier avec la banque et que ma banque avait pris une autre hypothèque, il y aurait eu une double hypothèque, mais l'hypothèque ancestrale, la première, celle des années 80, aurait été prioritaire. Donc si la banque à l'origine se réveillait avec une dette ou quoi, elle aurait pu évincer, récupérer le bien alors que moi j'aurais continué à être endetté pour acheter ce bien. C'est là où mon notaire a eu l'idée de génie, elle a eu un doute, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans la levée des hypothèques, elle a demandé ce qu'on appelle un état trentenaire, c'est-à-dire elle a demandé à ce qu'on revienne à l'origine du bien pour voir quelles sont toutes les hypothèques qu'il y a eu et vérifier hypothèque par hypothèque. C'est un travail vraiment très minutieux parce que parfois c'est même un travail qui se fait sur papier de voir si toutes les hypothèques avaient bien été levées et en l'occurrence elle ne l'avait pas et la personne qui vendait le bien immobilier ne savait même pas que le bien était grévé d'une hypothèque encore sur le bien qu'elle possédait. Voilà chers amis, donc une fois de plus c'est votre notaire et ça ne vous coûte pas 1 euro de plus dans une vente d'avoir votre propre notaire, d'accord? Vous avez tout à fait le droit de prendre le notaire du vendeur, mais moi vraiment je vous l'interdis, je vous le déconseille très fortement parce que le notaire du vendeur va défendre principalement son client et son client c'est le vendeur, vous êtes l'acheteur, vous êtes l'investisseur. Vous devez donc avoir un notaire qui va vous protéger et qui va justement être là pour être votre gardien. Et votre notaire, ce que je trouve magique avec certains notaires, c'est qu'ils ne sont pas forcément intéressés dans la vente, ils sont intéressés pour garder une bonne relation avec vous. En plus de ça, votre notaire il a une obligation de conseil et s'il voit qu'il y a un truc qui est louche, comme une servitude qui n'est pas claire ou une hypothèque qui n'est pas claire ou comme dans mon cas, une résiliation de bail qui n'a pas été faite dans les règles de l'art, eh bien il doit absolument vous le dire pour que vous puissiez signer votre bien immobilier en sachant absolument tout. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions à votre notaire, même des questions qui vous paraissent bêtes, ça n'est pas grave. Je veux dire, vous êtes là, vous ne pouvez pas faire d'erreur, vous allez être pieds et poings liés avec une banque pendant 15 ou 20 ans, ne faites pas d'erreur et surtout prenez votre notaire. Si vous avez des difficultés à trouver un bon notaire, faites-moi un mail contact@moussourof.fr. Je vous donne les coordonnées de mon notaire, c'est une femme absolument incroyable, elle sera vraiment le petit doigt sur la couture sur tous les détails et vraiment elle est très compétente, c'est avec elle que j'ai acheté tous mes biens. Donc franchement, vous pouvez lui faire confiance et en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a eu vocation cette vidéo à quoi? À vous montrer quelles étaient les péripéties parce qu'on ne réussit pas toujours en immobilier et quelque part, ce qui est important de bien savoir, c'est que parfois, ne pas acheter un bien est aussi un acte d'investisseur. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'écrire sous la vidéo. Ça me ferait une joie immense de vous répondre. En attendant, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!